Toulon et la Méditerranée, Toulon dans la Méditerranée, Toulon la méditerranéenne. C'est pas une soirée simplement... c'est une soirée culturelle, bien sûr, c'est une soirée participative, constructive, mais c'est une soirée qui va vous plonger dans un récit à travers les repères historiques nés de Toulon dans la Méditerranée, et sa place, son rôle, qui a été méconnu, avec des repères historiques, justement, et puis un récit vers le futur, c'est-à-dire le programme qui est porté par Toulon en commun et la présentation du grand projet Made in Toulon. Voilà, donc nous allons vous présenter ce soir ce grand projet Made in Toulon, pas tout de suite, ça sera après, et vous le verrez, c'est le suspense. Ce projet a été construit en équipe. Toulon en commun, on travaille avec l'aide de nombreuses expertises. Vous allez donc entendre dans un premier temps un contexte et un repère historique avec une communication de Gilbert Buty, qui est professeur émérite d'histoire à l'Université d'Aix-Marseille, que je salue et remercie personnellement. Nous aurons ensuite un contexte et des repères géographiques sur la géographie toulonnaise, avec Romaric Baudier, qui est étudiant en géographie. Puis nous parlerons ensuite culture, avec Daniel Bombert, qui évoquera entre autres le fonds très riche des collections toulonnaises acquises par Marie-Claude Beau. Nous aurons Laurence Perilla, cofondatrice d'Augure, qui viendra ensuite nous éclairer sur ce que peut être un musée au XXIe siècle, puisque c'est bien l'idée, c'est de parler du futur. Et nous terminerons cette première étape par une intervention de Régis Leca, qui nous parlera de l'avenir possible du sous-marin Casablanca. Bien, donc, dès maintenant, je vais demander à Daniel Dupont, historien, qui, à partir des travaux de Gilbert Buty, que j'ai cité, et Marie-Christine Link, qui est notre colistière de Toulon en commun, de venir nous présenter Toulon au rendez-vous de l'histoire. Bonjour. Toulon au rendez-vous de l'histoire. La mer commence ici. Pardon. Oui, pardon. La mer commence ici. On connaît la louable affirmation qui jalonne les rues de Toulon, comme celle d'autres cités, de Collioure à Marseille, en passant par Sète, afin que les piétons prennent conscience de la proximité des rivages et de la fragilité du monde marin. Mais c'est aussi avec la mer que commence l'histoire de Toulon. Des Toulonnaises et des Toulonnais en viennent, en vivent, la glorifient, mais s'en méfient, ayant été accueillis à bras ouverts ou ayant rencontré la suspicion, voire l'hostilité. On pourrait multiplier les exemples tout au long de l'histoire. Jusqu'à une époque récente, jusqu'aux percées du chemin de fer puis de l'autoroute, sans vouloir minimiser les apports venus par voie de terre, c'est le chemin de la mer qui a été privilégié dans cette circulation, proche ou lointaine. L'histoire des relations des Toulonnaises et des Toulonnais à la mer est celle d'une progressive spécialisation maritime d'une cité devenue, par la volonté de l'État, un des grands arsenaux de l'Europe méditerranéenne, sinon le plus grand. Occupée dès l'Antiquité romaine, notamment par l'exploitation du murex destiné à produire de la pourpre des toges sénatoriales, Télomarcius a été intégré au réseau de l'Empire romain. La rade, vaste et bien abritée de ce havre, dont les traces primitives restent à préciser, constitue déjà un atout majeur de ce port secondaire de la Gaule. Après les troubles du Haut Moyen-Âge, les incursions sarrasines et les conséquences de la peste noire, XIVe siècle, le port retrouve une activité modeste et traditionnelle, tournée vers la pêche, le petit cabotage et le commerce régional. Incorporée au comté de Provence, la ville reste cependant d'importance limitée face à Marseille. Après l'intégration de la Provence au Royaume de France en 1481 et la participation française aux guerres d'Italie, la monarchie
perçoit l'intérêt stratégique de Toulon face aux puissances méditerranéennes. Au XVIe siècle, la cité portuaire devient un important point d'appui militaire, notamment lors de l'alliance franco-ottomane, hivernage de la flotte de Barberousse en 1543-1544. Mais c'est au XVIIe siècle, avec la diffusion des idées mercantilistes et la nécessité de disposer de flottes permanentes, que Toulon prend une réelle importance pour l'État moderne. L'action de Richelieu, avant celle de Colbert, est une étape essentielle dans la tutelle mise par l'État sur les rivages, les hommes, les ports et les navires. Le cardinal, c'est un beau lapsus, hein. Le cardinal a pris conscience, à l'occasion du siège de La Rochelle, 1628, que la puissance politique ne peut se concevoir sans une véritable politique maritime et qu'une marine de guerre ne peut être envisagée sans une marine de commerce. L'impulsion décisive est néanmoins donnée sous le règne de Louis XIV par l'administration de Jean-Baptiste Colbert. L'arsenal est créé, puis agrandi, et les fortifications sont renforcées par Vauban. Toulon devient le principal port de guerre du Levant et la ville vit désormais au rythme des expéditions militaires, de la construction navale et des activités induites. Au XVIIIe siècle, Toulon, qui a recueilli quelques galères, alors basées à Marseille, mais surtout des forçats et les bagnards, on est en 1748, est au cœur de rivalités navales franco-britanniques, à savoir la guerre de 7 ans et les lointaines guerres d'Amérique. Pendant la Révolution, l'ouverture du port royal aux Anglais souligne l'importance stratégique de Toulon pour les affaires méditerranéennes. C'est de ce même port, et après l'expédition d'Égypte en 1798, que partiront au siècle suivant des campagnes à des fins coloniales ou non. Italie, Grèce, Afrique du Nord, etc. L'arsenal enregistre et accompagne la mutation technologique en cours, telle que l'armement des cuirassés, la modernisation des bassins, le passage de la voile à la vapeur. Au cours de la première moitié du XIXe siècle, Toulon est également le point de départ de plusieurs circumnavigations ou voyages scientifiques, à l'instar de ceux réalisés par Dumont d'Urville dans l'océan Pacifique et en Antarctique. La ville se transforme profondément. Son économie est structurée par la demande militaire, par les décisions prises dans de lointains bureaux parisiens. Aux côtés des gens de mer, les ouvriers et les ouvrières deviennent une composante majeure de la société toulonnaise qui vit une tumultueuse expérience démocratique au temps du socialisme utopique. On est sur la période globalement 1815-1851. Les deux guerres mondiales au XXe siècle ont meurtri la ville et frappé ses enfants. La reconstruction et la modernisation après 1945 ont confirmé la dimension stratégique du port, qui demeure la principale base navale française en Méditerranée et un important centre de recherche militaire. Ici, l'État triomphe. Toulon demeure une cité régalienne. Les Toulonnaises et les Toulonnais ont rarement été les décideurs de leur destin. Le choc des décolonisations n'a pas épargné Toulon, ville d'arrivée et de transit de nombreux rapatriés. Une configuration socio-économique nouvelle en résulte, que modifient également de récentes options touristiques peu maîtrisées. Ces relations à la mer se sont diversifiées. La vocation militaire, avec un puissant ancrage foncier, reste dominante, mais ne saurait masquer la présence d'activités commerciales, la spécialisation de la réparation navale civile, l'accueil désordonné de croisières avec son lot de nuisances, les activités de plaisance et la valorisation patrimoniale de la rade. De l'abri antique au complexe naval contemporain, Toulon montre une remarquable continuité. Une ville complexe,
bruyante ou discrète, rebelle ou soumise, mais ruisselante d'histoire, dont on a prélevé ici, et sans exhaustivité, qu'une fine pellicule, illustrant ces rapports parfois tumultueux avec le flot des événements, ces écumes de l'histoire profonde. Force est de reconnaître que des actions ont été entreprises pour donner aux Toulonnaises et aux Toulonnais, de souche ou d'ailleurs, accès à leur patrimoine. Certaines sont en gestation, d'autres mériteraient écoute, attention et réflexion pour le bien commun de la cité. Car les traces de ce passé, maritime ou non, sont parmi nous, mais demeurent parfois occultées, sinon négligées, ne faisant surface que sous la forme de promesses, le temps que durent les campagnes électorales. Ces quelques traces d'histoire maritime, mais pas seulement, où se croisent commerce, guerre et savoir, portées par des femmes et des hommes illustres ou anonymes, mériteraient d'être offertes en des lieux dédiés à leur mémoire, à l'ombre portée du pharaon tutélaire. Toulon a peut-être une culture du sabordage, attitude inaugurée lors du fameux siège de 1707, racontée naguère par Fernand Braudel devant des collégiens. Mais il est cependant parfois préférable de se saborder plutôt que de se livrer au diable, un diable qui, nous le savons, se cache dans les détails de l'histoire ou qui se multiplie en hologramme ou illusion optique. Comprenne qui voudra au rendez-vous de l'histoire. Penser Toulon, ensemble, c'est penser juste, penser large, penser loin. Gérard Gilbert Buty. Merci beaucoup Marie-Christine et Daniel de nous avoir livré avec précision ce texte, cette contribution de Gilbert Buty, formidable professeur et qui nous éclaire de façon pertinente, mais ce n'est pas, comment dire, étonnant de sa part. Bien. On va passer maintenant au contexte et aux repères géographiques. L'histoire ne va pas sans la géographie. Et donc le territoire. Toulon, c'est un territoire, ce sont des espaces et des hommes. Et je vais appeler Romaric Baudier, qui est étudiant en géographie, colistier Toulon commun. Bonsoir à tous. Alors comme ça a été dit, l'histoire ne peut pas se voir sans la géographie. Et donc je vais vous dresser un portrait de Toulon au sein de l'espace que représente la rade. Comme on le sait, le développement de Toulon est inhérent à sa position géographique, idéalement abritée au sein de la rade, qui a induit une croissance et un développement militaire avec la constitution de l'arsenal de Toulon à la fin du XVIe siècle, sous l'impulsion du cardinal Richelieu. Les activités militaires vont alors former tout un système productif qui va marquer le territoire, avec des espaces dédiés à la construction et l'entretien des navires, la formation des équipages, ou encore la détention, avec le bagne de Toulon, duquel s'échappera Jean Valjean à la force de ses bras. La rade forme ainsi progressivement, avec les extensions successives, notamment au XIXe siècle, un espace structuré autour des activités militaires qui dépasse les limites de la commune, en s'étendant sur la Seine-sur-Mer et Saint-Mandrier. Ainsi, la ville de Toulon s'est développée par le biais d'une fonction militaire qui la caractérise encore aujourd'hui, contrairement aux ports commerciaux de Marseille ou de Gênes, par exemple. La caractérise encore aujourd'hui car la défense, au sens large, c'est 24 000 personnels, ouvriers, fonctionnaires, militaires, réservistes, et c'est 70% de la flotte française qui était abritée ici à Toulon. Cette fonction a par conséquent orienté la morphologie urbaine de la ville, à travers
les remparts dans l'histoire, les fortifications, et encore aujourd'hui, nous pouvons voir l'importance de la présence foncière qui s'inscrit dans le paysage, l'arsenal du Mourion, 10 hectares, ou l'arsenal en lui-même, près de 4 km² au sens large. On le sait aussi, la ville de Toulon, elle est limitée au nord par les monts Toulonnais, ce qui a conduit à la formation d'un linéaire urbain qui constituera ensuite une conurbation avec les communes voisines dans les années 1980-1990. Vous pouvez le voir avec l'aplat de couleur rosée. La présence militaire s'inscrit dans l'espace à travers de nombreuses zones militaires, dans la ville aussi, qui exclut de fait l'utilisation par la municipalité et les civils de surfaces importantes, tant sur le littoral que dans le tissu urbain. Depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, le ministère des Armées rétrocède progressivement certains sites militaires, offrant de nouveaux espaces à l'ensemble des Toulonnais. La Tour Royale en 2006, les plages de la Mitre, qui étaient réservées aux officiers, et une portion de l'arsenal du Mourion dans les années à venir, rendant possible le projet Made in Toulon qui vous sera présenté ce soir. Les activités militaires ont dans une certaine mesure constitué un obstacle physique en termes d'accès, mais également en termes visuels, dans la mesure où seulement 10% du littoral est visible depuis la ville, du fait des infrastructures diverses qui obstruent le paysage. L'interaction des Toulonnais avec les différents espaces est ainsi limitée. L'enjeu est aujourd'hui de leur rendre l'usage de leur ville, tout en conciliant cette nouvelle donne avec l'activité liée à la défense qui constitue encore aujourd'hui le principal moteur de notre ville et qui pousse encore un certain nombre de personnes à s'installer à Toulon, bien que le nombre de départs augmente significativement depuis la crise Covid, en raison des prix qui explosent, plus 35% sur les prix de l'immobilier depuis 5 ans, et pour les transactions, mais également pour les locations, ce qui pousse de plus en plus de jeunes actifs à quitter Toulon. D'autres enjeux environnementaux doivent être inclus de manière transversale dans nos politiques futures. L'augmentation du niveau de la mer d'environ 60 cm d'ici à 2100, du fait du réchauffement global, impactera nos littoraux, nécessitant de nouveaux aménagements, notamment sur le quai Kronstadt. Toulon est également une ville soumise à une forte pollution atmosphérique, notamment aux particules fines, qui touchent plus fortement les ménages modestes du port marchand. Bien que le port ait bénéficié d'une électrification, il est encore nécessaire de réguler les émissions en lien avec le gestionnaire du port et également avec l'utilisation importante de sport par les activités de croisière et par la Corsica qui emploie des navires qui ont parfois plus de 30 ans. En somme, vous l'aurez compris, le projet politique de Toulon en commun est de permettre aux Toulonnais de se réapproprier et de redécouvrir des espaces naturels et littoraux. En cela, nous prenons le contre-pied total de l'extrême droite et de la droite, ou plutôt des deux droites aujourd'hui sœurs ennemies, qui veulent ouvrir ces nouveaux espaces aux intérêts seuls du privé et au tourisme de luxe. À Toulon en commun, nous proposons une autre issue, en permettant à tous nos concitoyens de fréquenter de nouveaux espaces publics pour améliorer ainsi leur qualité de vie. Bravo, Romary. Bravo et merci. En plus d'être très éclairant, jeune étudiant en géographie, il a respecté le timing parfaitement. Donc on a un futur grand géographe. En toute modestie. Allez. Bien. Alors Toulon et la culture et les cultures méditerranéennes et le projet culturel de Toulon en commun vont vous être présentés par Daniel Bombert, journaliste, ingénieur social et culturel, membre historique de Toulon en commun. Merci d'être ici, Daniel. Et puis,
Son intervention sera suivie d'une présentation vidéo de Laurence Périlla, qui est aussi colistière de Toulon Commun, que j'ai présenté tout à l'heure, et puis aussi une présentation vidéo du projet de l'association des sous-mariniers par Régis Leca, qui est aussi colistier de Toulon Commun. Vous voyez, on fait intervenir les expertises, les compétences de notre liste. Voilà. Daniel, c'est à vous. Je vous propose d'applaudir, mais après. Là, c'est pas le moment pour l'instant. Et puis d'ailleurs, peut-être après, vous applaudirez pas parce que vous serez des gens responsables. Alors, tout d'abord, mesdames, messieurs, vous ne repartirez pas sans ce merveilleux journal qui complétera votre lecture du programme, qui n'est pas mal non plus. Il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus et qui ont dit des choses intelligentes, et d'autres moins d'ailleurs, mais ça sera à vous de voir. Donc, alors ça c'est fait. Alors maintenant, que les personnes qui connaissent la chapelle de la Transfiguration lèvent le bras. Ah, bah formidable, formidable. Donc, alors là, tu vas envoyer la première photo. Voilà. Là, voilà la chapelle de la Transfiguration. Tu peux envoyer la deuxième. Voilà. Pourquoi j'ai mis ça là? C'est parce que ça symbolise complètement ce qu'est Toulon. Cette chapelle, on peut applaudir Toulon sans problème. Et on peut applaudir Jean-Gérard de Mathieu qui a fait cette chapelle. C'est un archétype d'architecture moderne, comme il y en a beaucoup à Toulon qui gagnera à être mis en valeur un peu plus. Là, on l'a classé patrimoine du XXe siècle, mais elle symbolise vraiment Toulon. Pourquoi? Parce que là, vous avez la baie vitrée qui est derrière le prêtre. Quand le prêtre fait son office, l'architecte disait que les fidèles peuvent regarder toute la rade derrière lui, et c'est la seule église, chapelle que je connaisse dans le monde qui a ça. On regarde tout le grand paysage de la rade. Et ce que disait Jean-Gérard Mathieu, qui d'ailleurs s'était félicité à la construction en mai 68 de voir des musulmans prier à l'intérieur de son chantier, il s'est dit c'est bon, c'est un truc pour la spiritualité, mon bâtiment, j'ai réussi mon coup. Eh bien, il disait, comme ça, les fidèles pourront se recueillir en pensant aux victimes des conflits au loin. Mais donc, ce bâtiment résume parfaitement ce qu'est Toulon, il y a quelque chose d'insulaire dans Toulon. On se projette de Toulon directement dans le vaste monde, comme quand on est un insulaire, et puis on a une envie folle de se replier également. Alors, qu'est-ce qu'en disent les collections de nos musées? Non, il n'y a pas que la collection de Marie-Claude Beau qui est exemplaire et immense, il y a aussi d'autres choses. Et alors là, tu peux envoyer l'autre image. Ah, c'est encore la chapelle de l'archétype moderne. Ce tout petit tableau qui ne paye pas de mine est un petit gamois. Tout ça pour vous dire que dans l'invention, dans l'innovation plastique, dans l'invention de la peinture moderne, chez les impressionnistes, les nabis, que sais-je, la lumière, un certain nombre doivent savoir, la lumière et les couleurs du Midi, et surtout les peintres du Midi, ont appris aux peintres du monde ce que c'était que la lumière, la simplification des formes et les couleurs. Et là, figurez-vous que dans ce gamois, on est sur la terrasse de l'hôtel Bellevue, au Mourillon, et c'est un petit chef-d'œuvre qui annonce un certain nombre de choses de la modernité, même s'il ne paye pas de mine volontairement. On peut passer à l'image d'après, parce que je me souviens absolument plus ce que c'est. Voilà, ça on en parlera après, c'est pour faire écho au projet Made in Toulon. Tout ça pour dire que cette ville a du mal à s'approprier son espace, son histoire présente et future. Je vais prendre un exemple très bête pour ceux qui connaissent. Courdouan, par exemple, appartient à la même école que Gustave Doré, sauf que Gustave Doré est très connu partout, Courdouan principalement à Toulon. Or, c'est d'un niveau très supérieur pour son époque, donc déjà, 19e, il y a déjà une auto-dévalorisation. On aime beaucoup se moquer de soi à Toulon, et on ne comprend pas qu'on est une très grande ville, avec un très grand passé qu'il faut réapprendre à analyser et s'approprier. J'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié quelque chose. Et d'ailleurs, à propos d'ailleurs, quelles sont les traces? Quel est le vaste monde qu'on peut lire de Toulon, qu'on peut lire dans les collections et les œuvres des artistes, de nos collections et de nos artistes aussi? Il y a beaucoup l'Orient, il y a beaucoup l'Italie, normal, il y a proximité, et je vais rappeler que si le bon roi René n'avait pas fait des choix complètement irresponsables, on ne parlerait pas français en ce moment, et on serait probablement, dans un premier temps, avec le royaume de Prémont-Sardienne, et dans un deuxième temps,
on serait italien, et on parlerait peut-être, comme en Ligurie, on parlerait occitan, et un occitan modernisé, parce qu'on n'aurait pas honte. Le rapport à l'Orient est aussi particulier, dans la mesure où les orientalistes toulonnais, Tournemine, etc., ont un rapport différent avec l'Orient, parce qu'il est juste en face d'une part. Non, je fais 3 minutes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'aurais... Non, parce que c'est quand même d'ici qu'on est allé faire les zouaves en Égypte et en Algérie. Et ça crée des biens, malgré tout. Donc il manque toujours à Toulon, il n'y a pas que la collection de Marie-Claude Beau, un lieu marquant, agréable, à la taille de l'agglomération, parce que maintenant on a une collection de musées et d'institutions qui sont de très bonne qualité, mais c'est toujours pas à la taille des besoins des publics et de la formation des publics. Il y a dans les collections qui dorment 5 à 6 000 œuvres, dont beaucoup de premier rang. Magali voulait que je cite des artistes. Alors je vais le faire dans le désordre, vite fait, mais ne vous inquiétez pas, vous avez un grand tableau avec 200 noms que vous mémoriserez le plus vite possible. De Buren en passant par Plagniol, de Franck Arnal en passant par, je sais pas moi, Elsewhere-Schedy, il y a l'histoire de l'ensemble de la peinture du monde et ouverte sur le monde, parce qu'effectivement, Marie-Claude Beau, et ça a beaucoup secoué à l'époque, a ouvert sur le monde. Ce lieu est totalement à réinventer, à inventer, pas forcément un musée, parce qu'un musée c'est fait pour conserver des œuvres, et ça a des conservateurs. Un centre d'art, ça a un directeur et ça spécule sur le présent et le futur. On a tous les professionnels qu'il faut. Merci au passé d'avoir très bien catalogué toutes nos immenses collections qui nous sont cachées. Mais il faut inventer une formule singulière. Pas la peine de faire un musée, donc on se retrouvera un jour avec des friches muséales tellement il y en a. Il faut faire autre chose qui s'ouvre sur le présent et l'avenir, pour réécrire démocratiquement l'histoire de nos regards sur le monde, l'histoire de nous-mêmes, nous débarrasser de tout complexe centraliste et d'autodévalorisation. Il y a un grand travail de réflexion pluridisciplinaire à faire pour, je ne sais pas, cette halle, cet endroit où les gens se promèneront et qui permettront de montrer les collections qui nous sont cachées et bien d'autres choses qui sont à inventer. Il y a un travail pour un lieu novateur, stimulant, complet, croisé, qui soit un lieu de vie et de débat. Et réhabiliter, ça commence à se faire, le regard sur notre art, nos arts appliqués, là, notre architecture, particulièrement du XXe, même si ça provoque des débats, mais alors au sens grec du terme. Et là, oui, je termine. Oui, je termine. Je vais faire référence aux trucs avec lesquels me rebattait les oreilles Marie-Claude Beau. Musée, c'est quoi? Alors, ça va pas être un musée, mais on va s'inspirer quand même du musée. Muséion, invention grecque, c'est un temple. Et c'est un temple où on ne fait pas de rituel. On a très peu de traces, de toute façon, là-dessus. Par contre, on est sûr qu'on fait des banquets. Et à quoi servaient les banquets dans les muséions? Eh bien, ils servaient à mettre à jour les connaissances. Et donc, on invitait à partager le repas à tous les gens qui avaient un savoir à partager et à mettre à jour. Donc, réhabilitons tout ça. Il n'y a pas que la collection de Marie-Claude Beau qui est exceptionnelle et qui fut longtemps une des premières en province. Il y a la donation à Villa. Il y a toutes les archives du Mail Art de Jean-Noël Laszlo. Il y a les collections de photographies qui étaient réanalysées. Et puis les œuvres de Mendoz ici me laissent parler un peu du groupe 50 et du tout le travail qu'il y a à faire sur la modernité toulonnaise qui est fourmillante et peu analysée. Tout ça en lien avec la création du présent et du futur. Donc, c'est à un banquet, finalement, que je vous invite Toulon en commun. Et ce banquet, eh ben, va falloir le co-cuisiner ensemble. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laurence Berria, installée à Toulon depuis 7 ans. Je suis consultante en transition écologique pour les lieux culturels et également candidate sur la liste Toulon en commun. Nos sociétés humaines et nos villes sont heurtées à une crise environnementale sans précédent, mais également à des crises sociales et écologiques.
Et dans cette situation, les lieux culturels et les musées ont un rôle particulièrement central à jouer. Déjà, les musées sont les garants de notre patrimoine, du patrimoine aussi pour les générations futures, et ils sont les piliers fondamentaux de la démocratisation de l'art sur tout un territoire. À l'ère des fake news, les musées sont aussi des lieux de connaissances pluriels qui nous délivrent des informations qui sont indispensables pour penser les temps présents et à venir et qui peuvent être aussi des vecteurs d'imaginaire sobre. Mais dans le contexte des grands changements et des grandes mutations de notre société, les musées et les lieux culturels vont également devoir se transformer pour faire face aux grands défis à venir, des défis qui sont tant globaux que très locaux. D'abord, les musées se doivent d'être exemplaires, d'être responsables et d'intégrer la sobriété dans leurs activités et leurs missions. Même s'ils pèsent peu à l'échelle des impacts mondiaux, ils se doivent de réduire leurs impacts sur l'environnement, au même titre que toutes les activités humaines. Ils doivent aussi questionner le modèle de croissance infinie des projets et des collections dans lesquels ils s'inscrivent depuis quelques décennies. Également, les musées ont aussi un rôle particulier à jouer dans l'adaptation aux effets du changement climatique et par justement leur capacité à pouvoir participer à la résilience locale. En tant que lieu qui bénéficie d'un climat maîtrisé pour la conservation des œuvres, qui sont climatisées en été, ils peuvent constituer des refuges de fraîcheur pour les populations dans les périodes de canicule. Et ce rôle, qui est de plus en plus mis en valeur dans les villes, doit également être mieux valorisé, mieux communiqué auprès des habitants. Enfin, et peut-être c'est le plus important, les musées peuvent aussi occuper une place plus centrale dans les villes par le partage et la mise à disposition de leurs espaces, de leurs outils, de leurs compétences. C'est d'autant plus nécessaire dans le contexte de raréfaction des ressources actuelles. Sur le modèle des tiers-lieux, ils doivent venir répondre à des besoins très concrets des habitants, proposer des nouveaux usages pour les lieux, de nouveaux services, être des lieux de vie pour les enfants, les adolescents, les associations. Ils doivent être aussi plus ouverts dans les pratiques participatives, en intégrant par exemple les citoyens et les citoyennes dans les instances de programmation et dans la gouvernance. Et puis, ils doivent être aussi plus à l'écoute de leur territoire, sortir de leurs murs, aller à la rencontre des quartiers. Ainsi, face à la destruction des écosystèmes de la planète et aussi à l'altération des liens au sein de notre société, les lieux culturels ont plus que jamais une valeur de réparation, une valeur de réconciliation démocratique et une valeur de citoyenneté active. Et pour cela, ils doivent être protégés et soutenus, et en premier lieu, protégés et soutenus par leur municipalité. Merci de votre attention. Bonsoir, Régis Lecas, sur la liste de Toulon en commun, ancien sous-marinier, 15 ans à bord des sous-marins. Après cette période, on a décidé avec quelques camarades d'essayer de faire venir un sous-marin en musée à Toulon. Il s'agit de créer un établissement recevant du public qui sera entouré par d'autres pôles, la faune, la flore, tout ce qui est archéologie sous-marine et toute la vie militaire qui fait vivre Toulon depuis tant d'années. C'est un projet qui est réalisable puisqu'on s'appuie sur les réalisations de Cherbourg, de Lorient. On a vu qu'au bout de 3 ans, la rentabilité était faite. Donc en cette année du quadricentenaire de la Marine nationale, c'est le moment d'avoir la chance d'avoir un sous-marin entre le Moyon et Pipaki. Je pense que c'est une opportunité pour Toulon de créer ce pôle avec la base du sous-marin qui attirera forcément du monde et autour tout ce qui est culturel et économique qui va se greffer. Bonsoir. Comme vous l'aurez compris, la culture, ça se fait, ça se fabrique, ça se vit, ça se diffuse. Et l'approche qui a été présentée, c'est bien de réduire la distance qui existe encore trop souvent dans les musées, évidemment, puisqu'ils sont considérés comme figés, mais là, c'est pas notre approche. Réduire la distance entre la culture et les publics, et donc la citoyenneté. Et à Toulon en commun, on ne construit rien sans percevoir, recueillir la vie, les regards, les visions des
mais des gens qui y habitent. Et si on parle de culture de Toulon et de la Méditerranée, on ne peut pas ne pas donner la parole à vous, c'est-à-dire qu'on aimerait comprendre, savoir quel est votre rapport à la rade et à la mer. Voilà. Alors, il y a un micro qui va passer dans le public. On a 10 minutes. Vous pouvez vous exprimer justement sur comment vous le vivez, vous le voyez. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bonsoir, oui. Alors, je ne vois pas. Pardon. Je ne peux pas me lever, je suis désolé. D'accord. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure de l'électrification des bateaux de Corsica, etc. Moi, je voulais savoir, par exemple, au niveau de la marine nationale, est-ce qu'ils pensent un jour pouvoir s'électrifier et même les bateaux RMTT? Merci. La marine nationale, a priori, est quand même pas mal électrifiée déjà. Et la RMTT a commencé, ils ont acheté des bateaux hybrides, mais qui sont beaucoup au diesel encore. Donc pour nous, c'est pas complètement satisfaisant. Mais il y a des possibilités, bien sûr. Pardon, question. Merci, monsieur. Alors, pour repréciser, là, on voudrait connaître votre rapport à la rade et à la mer. Ça, c'est une question. Les autres questions pourront être abordées plus tard. Là, la question, c'est, la parole est à vous, quel est votre rapport à la petite rade? Petite rade, oui. Et à la mer. C'est quoi la petite rade? La petite rade, c'est celle dans laquelle vous pouvez... c'est la petite. C'est quoi la petite, c'est quoi la grande? Il y a la petite, puis après il y a la grande. Voilà, la petite rade, elle est délimitée par la jetée qui va de Pipadie jusqu'à Semandrier. Et après, on est dans la grande rade. Moi, le rapport avec la mer et la petite rade, c'est que je travaille. Allô? Oui. Je travaille pour la marine à la DGA, Morillon, je suis ingénieur atomicien et pyrotechnicien. Puis j'ai toujours travaillé pour tout ce qui était lié aux armes marines, quoi, toujours, depuis 30 ans. Voilà, sans la rade, sans la mer, je ne serais pas là. Merci. Nicolas, ici. Oui. Oui, alors moi je suis installé à Toulon depuis 4 ans. Alors mon rapport à la petite rade, je suppose c'est celle qu'on a devant soi quand on va aux Sablettes, enfin, j'imagine. Hein. C'est celle à laquelle vous avez accès ou pas? Ou pas. Voilà. Ben, mon rapport est très simple, c'est un rapport de deux façons. Soit un rapport de traversée quand je me rends au Semandrio ou aux Sablettes, et c'est la traversée est toujours un moment de rêve, alors que pourtant ce sont des bateaux-bus, tout à fait trivial, mais pour moi c'est toujours un moment de rêve. Et puis l'autre moment de rêve vis-à-vis avec la rade, c'est quand je monte le long à pied par la route qui monte au Saran et que je vois la rade ensoleillée de loin. Voilà. Tout ça ce sont des moments esthétiques, voilà, c'est pas grand-chose avec la politique, mais malgré tout, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà mon rapport à la petite rade et à la mer. Une approche poétique, mais la poétique peut rejoindre la politique. Merci. Voilà, toujours au fond. Au fond? Bonsoir. Bonsoir. Comme monsieur, ça fait 4 ans que je suis à Toulon et je suis venue à Toulon pour la mer. Donc la mer et moi, c'est un peu une grande histoire d'amour parce que j'ai grandi en Corse du Sud. Donc je suis un peu navrée de voir tous ces Corsica Ferries arriver avec leurs grosses fumées noires Vous n'êtes pas la seule. Et qui soient très très vieux et que des fois il y en ait 3 ou 4. Et donc la mer et moi, c'est très important. Je suis très contente de pouvoir la voir tous les jours. Et j'espère qu'il y aura encore plus de choses de faites au niveau de toutes les plages. Au niveau du Morillon, c'est déjà vachement mieux qu'avant. Pour la dépollution de l'eau, tout ça, c'est un peu trop souvent fermé. Voilà, merci. Merci à vous. Il y a une question devant. 2. Excusez-moi. Bonsoir. Louis. Bonsoir. Je suis arrivé à Toulon il y a 6 ans. Et depuis, je vis un moment merveilleux parce que je suis artiste peintre, je vous ai mis quelques dessins. Et le rapport que j'ai avec la petite rade est beaucoup plus compliqué que celui de la grande rade. C'est assez difficile d'accéder au bord de mer. Mon projet était de dessiner toute la côte. J'ai quand même réussi en trichant. Et ce qui est dommage, c'est que toute cette partie qui est côté Toulon soit bloquée par la CCI, par le port marchand. Y aurait-il pas un moyen de trouver
des systèmes pour mieux accéder et se promener et profiter de cette rade. Alors restez bien jusqu'à la fin, vous allez avoir des éléments de réponse concrets. Merci. Alors, il y en a deux là. Florence. Bonsoir. La Méditerranée, oui, c'est ce qui fonde notre culture commune ici, j'imagine. Et ce qui me plaît vraiment et qui m'a toujours plu à Toulon et que j'ai développé à travers pas mal d'itinéraires imaginaires, c'est l'idée qu'on habite une matrice qui est en réduction, le bassin méditerranéen. Et moi, ça me plaît de passer d'une invisibilité des militaires qui nous amène dans un ailleurs invisible et donc tout à fait intéressant, au cabanon, qui est une architecture vernaculaire, aux plages dites les nouvelles plages, mais enfin ça fait quand même 40 ans maintenant, qui sont aujourd'hui tout à fait réappropriées par les habitants, aux criques, donc des choses qui sont un peu un substitut de tout ce qu'on trouve partout, en Tunisie, en Algérie, en Espagne, en Italie. Et ça, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse que d'avoir des itinéraires complètement banaux, mais qui parlent de tous les endroits de la Méditerranée. Voilà. Et donc ça, c'est juste, merci pour ça. Qui montre bien le caractère typique que Toulon est vraiment une ville méditerranéenne, puisqu'on peut effectivement y retrouver un syncrétisme, on va dire, des cultures méditerranéennes. Oui, moi j'ai une chose pas sérieuse, une chose sérieuse à dire. Ah non. La chose. Ah non. Seulement la chose sérieuse. Bien sûr. Non, la pas sérieuse, c'est que heureusement que nous pouvons partager la mitre avec les militaires et qu'il n'y a pas de place de parking derrière, ce qui fait qu'on est très tranquille, même en été. Donc ça c'est la chose pas sérieuse. La chose un petit peu sérieuse, elle concerne, puisque c'est la rade et c'est la mer, autre chose que la marine. Plein de choses à dire qui ont été dites, c'est la pêche. Alors, nous nous trouvons, alors il y a 11 ostréiculteurs côté Tamaris et Sablette, qui, je ne sais pas si c'est autorisé, il y a eu pollution. Et les pêcheurs, avant il y en avait 2 ou 3 à Lafayette, maintenant il y en a à peu près 0, enfin 1 de temps en temps. La Prud'homie compte 20 ou 30 pêcheurs, mais c'est beaucoup des retraités et qui ne pêchent pas énormément. Il y a un pêcheur de temps en temps au Moyon. Il y en a une dizaine à Saint-Mandrier. Alors, quelles mesures on peut prendre pour encourager, développer la réponse immédiate à un besoin immédiat? C'est quand même dommage que les poissons que nous consommions viennent de Rungis ou viennent du Nord, même si respectent évidemment les pêcheurs du Nord. Un peu de Hyères, un peu de Carqueran. Mais donc là c'est, je pense, une préoccupation du travail avec, au plan de l'ensemble de l'agglomération de Toulon elle-même, avec les prud'homies et les pêcheurs existants, et face aux réglementations européennes qui nous écrasent. Sans doute. Merci. Une dernière question. Moi, c'est pas une question, c'est juste une réponse à cette question-là. Je suis né dans un petit village. Mon horizon, c'était 2 montagnes. J'ai vu la mer pour la première fois à 17 ans, la mer Méditerranée. Et pour moi, c'était éblouissant. Et maintenant, je la vois tous les jours et je suis toujours ébloui. Et je vais me baigner de temps en temps à la Mitre, tôt le matin. Et on a l'impression d'être dans des îles lointaines. C'est incroyable. Mais c'est vrai. Merci. Bien. On va... Voilà. Merci pour ces témoignages. Questions sérieuses, pas sérieuses. Non, c'est bien sérieux et pertinent. Voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, nous allons présenter le grand projet, celui pour lequel vous êtes suspendu. Ça va? Vous êtes, c'est pas trop long? Il fait chaud, hein, mais on est en Méditerranée. Et donc, pour ce grand projet, je vais appeler Philippe Leroy. Philippe, est-ce qu'il faut... Mais il va se présenter tout seul. Bonjour, je fais partie de Toulon en commun
depuis 2019. Je venais du milieu associatif et on m'a entraîné là-dedans. Et je suis conseiller municipal et métropolitain au moins jusqu'au 23 mars. Et je me bats pour que Toulon en commun devienne aux manettes. Je vais vous parler de ce grand projet dont nous travaillons dessus depuis presque un an maintenant. Toulon est souvent décrite comme une ville coincée entre la montagne et la mer. Coincée. Comme si notre géographie était une contrainte, comme si la mer était une limite. Nous pensons exactement l'inverse. Le Faron et les monts toulonnais sont d'une richesse incroyable. La mer n'est pas ce qui enferme Toulon, elle est ce qui l'ouvre. Made in Toulon est né de cette conviction simple. Redonner aux Toulonnais l'accès à leur mer. Pas une mer décor, pas une carte postale, une mer vécue. Un espace d'activité, de culture, de promenade, d'économie, pour rajouter de pêche. C'est un grand projet visionnaire à long terme. Et justement, parce qu'il est grand et visionnaire, il ne peut pas être décidé à quelques-uns. Dans la philosophie de Toulon en commun, un projet structurant se construit avec celles et ceux qui vivent la ville. Les habitants, les usagers, les associations, les CIL, la marine, et bien sûr avec l'expertise d'architectes, d'urbanistes, de paysagistes. Notre groupe de travail rassemble cette diversité et nous continuons à consulter. Car ce projet n'est pas figé, il évolue. Nous en sommes qu'un cahier des charges. Nous travaillons avec une vision à long terme. Par exemple, nous avons rencontré il y a une dizaine de jours l'UMRT, Union Maritime de la Rade de Toulon. Ils nous ont parlé des ports en 2055. 2055. Penser à 30 ans, c'est déjà sortir d'une vision limitée à un mandat de 6 ans. Sur l'implantation du sous-marin Casabianca, par exemple, dont Régis vous a parlé, nous avions proposé un emplacement que vous avez vu ou que vous verrez sur notre plan. Mais l'UMRT nous donne des arguments qui vont nous conduire à en étudier un autre. Le projet s'améliore, il s'enrichit, il grandit. Vous verrez aussi la Grande Halle, un témoin de l'histoire industrielle maritime de Toulon dont on vous a déjà parlé, à préserver, mais surtout à faire vivre. Les idées sont nombreuses. Culture, exposition, incubation d'entreprise, une restauration ouverte sur la rade pour dîner face au coucher du soleil merveilleux à cet endroit. Mais le choix ne se fera pas sans vous, car Made in Toulon n'est pas un projet imposé. C'est une base de discussion. Et il nécessite aussi des accords et négociations avec l'État, la marine, la société portuaire, et des demandes de financement, depuis TPM jusqu'à l'Europe. Je vais maintenant laisser le groupe de travail vous présenter plus en détail les propositions concrètes en l'état de notre réflexion. Je terminerai simplement par ceci. Pour Falco, Toulon était coincé entre la montagne et la mer. Pour nous, Toulon est porté par la mer. La mer n'est pas la frontière de Toulon, la mer est son horizon. Et Magali, notre future mère, est son avenir. Et maintenant, Théo Gauthier, architecte, initiateur du projet. Je te laisse la parole, Théo. Bonjour. C'est bien connu, le littoral est très attractif. J'ai découvert l'an dernier les aménagements du port de Sanary, des aménagements récents avec des parkings ombragés, une promenade le long de la mer, des quais requalifiés, de vieux gréements, de larges espaces publics confortables, des terrasses de café accueillantes. J'ai pensé à la corniche Tamaris à la Seine, au succès de la corniche Kennedy à Marseille, la promenade des Anglais. L'accès au rivage est possible dans beaucoup de villes. Il doit être amélioré sur la plus belle rade d'Europe. Made in Toulon est issu de cette réflexion. Made in Toulon, c'est un ambitieux projet urbain d'ouverture sur la mer, avec des espaces de rencontres et de loisirs, de développement économique et de culture, depuis le quai Kronstadt jusqu'à la Tour Royale, et au-delà vers les plages de la Mitre. C'est un véritable parcours de santé de 3 km, ouvert aux promeneurs, cyclistes et joggeurs. Je vous invite à une promenade à vol d'oiseau le long de la rade
qui va nous permettre de découvrir le projet. Allons-y. La Vieille d'Ars, un espace historique à protéger et à valoriser. Bien sûr, les terrasses de restaurants très prisées par les Toulonnais. Une fréquentation à revaloriser avec l'élargissement du passage des piétons. Des quais à rehausser pour anticiper les événements de submersion marine. La création d'une ombrière pour renforcer la filière des pêcheurs professionnels. Et nous arrivons tout de suite à l'esplanade Mayol. C'est un parvis élargi pour le stade, mais surtout une grande esplanade ouverte sur la rade, capable de réunir tous les Toulonnais autour des symboles partagés du rugby et de la mer. Et rapidement, on arrive à l'avenue de l'infanterie de marine, avec la création d'un grand parc de stationnement largement végétalisé, l'élargissement de la promenade piétonne et un nouvel accès à la gare maritime. Et puis arrive le bâtiment des TTM, qui sera réhabilité et dédié au programme de développement économique. La balade se prolonge sur les quais, accessible au public, avec des jardins arborés et une promenade au fil de l'eau. Et puis on chemine vers la pointe du pont marchand, qui sera un promontoire ouvert sur la rade et un remarquable stade nautique. Il s'agit de restaurer la continuité des chemins piétons du quai des Sous-Mariniers. Des quais des Sous-Mariniers. Jusqu'au belvédère, en travaillant sur les domanialités. Et puis, bien sûr, renforcer les plantations autour du stade nautique et le long de la mer. Avoir un nouveau jardin ouvert sur la mer. Et nous arrivons à la pièce maîtresse, qui est la réhabilitation de la Grande Halle, un pôle majeur pour les arts méditerranéens, avec un musée d'art contemporain, une fabrique culturelle, un parking pour les habitants et les visiteurs, et ainsi comme ponton pour les vedettes Mistral. Un grand parc ombragé, ouvert sur la mer, en libre accès contrôlé. Ensuite, on est obligé de quitter le littoral, on contourne l'Arsenal du Mourillon, de la DGA, et on recherche un nouveau passage piéton, direct, le long de la rue du vice-amiral de l'Escadre Baudouin. Et nous arrivons au terme de la balade, avec le parc de la Tour Royale, un panorama exceptionnel sur les Dorades. Nous avions prévu l'implantation du sous-marin Casabianca, qui va être modifié, et puis bien sûr des aménagements dans la Tour Royale permettant le développement d'événements culturels. Vous vous en rendez compte, Made in Toulon est une approche transversale, avec de nombreuses thématiques complémentaires. Culture, rugby, voile et plaisance, piscine, promenade et vélo, adaptation au changement climatique, activités économiques, pêche professionnelle, loisirs, tourisme. Made in Toulon, c'est la première étape d'un projet urbain évolutif qui apportera aussi une réflexion globale sur les flux automobiles et les plans de circulation du secteur. Toutes ces orientations seront concertées avec les Toulonnais et les partenaires institutionnels pour aboutir à un cahier des charges ambitieux et les concours d'architectes, paysagistes et bureaux d'études. Enfin, Made in Toulon est un projet durable et peu coûteux. Il se concentre sur l'aménagement et la reminiaturation des espaces publics et sur la réutilisation et la réhabilitation des bâtiments existants. Voilà, je vous remercie. Après ce tour aérien, nous allons détailler 8 points du bord de rade que vous pouvez voir sur ce plan. C'est des points de notre projet. Et on va faire un petit zoom pour mieux voir les premiers points. Et donc ces premiers points, donc le premier point va être présenté par Marie-Christine en nous parlant de la Vieille d'Ars. Donc vous avez derrière moi une photo de la Vieille d'Ars actuelle, enfin du quai Constrat. La Vieille d'Ars, c'est le port aujourd'hui. Nous y sommes toutes et tous attachés. Nous nous y sommes promenés en famille ou entre amis. Nous y avons peut-être appris les rudiments de la pêche à la ligne. Enfin, pas moi, parce qu'à l'époque, cet apprentissage était réservé aux garçons. La Vieille d'Ars, c'est aussi une certification port propre et port actif en biodiversité,
avec entre autres l'installation de nurseries immergées pour abriter les poissons juvéniles. Depuis, la pêche y est interdite, même au Gobi. Or, les quais de la Vieille Darse sont aujourd'hui en danger. Le responsable, la montée des eaux, non pas de 10 cm, mais de 60 cm, voire plus. Nous avons alors l'obligation d'assurer la protection des biens et des personnes face à celle-ci. Et pour rendre la Vieille Darse encore plus attractive, nous vous proposons la rehausse et la réfection des quais, l'élargissement du quai du quai Kronstadt pour une promenade plus confortable, la révision de son mobilier urbain et de la charte des terrasses et des enseignes. La Vieille Darse, c'est aussi des pêcheurs professionnels. Cette activité de pêche côtière et artisanale est garante d'une mer vivante. Les pêcheurs en vivent. Elle mérite d'être valorisée et renforcée avec la mise en place d'une halle ombrière aux poissons. Tout port a son entrée, sa passe. Celle de la Vieille Darse mérite d'être accessible pour les piétons que nous sommes et d'être mise en valeur par un signal fort, un belvédère ouvert sur le Faron et sur la rade. Merci Marie-Christine. Et Théo va revenir pour nous présenter les parties 2 et 3 de cet itinéraire le long de la rade. L'esplanade Mayol, une nouvelle place pour le port. La grande nouveauté du projet est de proposer devant le stade Mayol un grand espace public populaire largement planté et ouvert sur la rade, l'atout majeur du site. Une place polyvalente, capable de réunir tous les Toulonnais et leurs voisins autour des symboles partagés du rugby, de la mer, de la culture et de la fête. Ce nouvel espace public majeur permettra d'organiser toute l'année de grandes manifestations qui contribueront à l'attractivité du port. Spectacles de rue, fêtes de la Méditerranée, expositions nautiques, concerts, sardinades. L'imagination est ouverte. Le stade Mayol est aujourd'hui un étroit dans le tissu urbain très dense du port. Ce projet offre l'opportunité d'affirmer son rayonnement avec la création d'un grand parvis adapté à la foule des 17 500 spectateurs, aujourd'hui confinés par manque de dégagement. La suppression de la voie souterraine et de la contre-allée qui longe le stade nécessiteront des études techniques pour en assurer la faisabilité. Le programme permettra également au RCT de libérer des locaux dans le bâtiment actuel pour les déplacer dans une extension envisageable en limite sud-est de la place, pour y implanter billetterie, boutique, fan zone, bodega, locaux médias, etc. Enfin, les sols extérieurs qui seront rehaussés offriront une protection renforcée contre les inondations récurrentes qui portent atteinte à la notoriété et à la fiabilité du stade. On va passer à l'étape d'après, c'est l'avenue de l'infanterie marine. Cet axe devrait également évoluer suite à la création de l'esplanade Mayol qui occupe l'accès actuel de la gare maritime et le parking du port marchand. Le schéma d'aménagement propose la création d'un nouveau parc de stationnement sur une bande de terrain peu utilisée. On pourrait avoir le plan, le grand plan, ici en rose sur le document. L'aménagement se ferait sur le principe du parking de la navale à la Seine. Les capacités de stationnement seront largement augmentées, renforçant l'attractivité de tout le secteur, aujourd'hui saturé par une fréquentation importante. Une voie dédiée maintiendra un accès résidentialisé, c'est-à-dire protégé, contrôlé, pour accéder au quai des pêcheurs. On parle des voitures, bien sûr. L'accès à la gare maritime sera déplacé au milieu de l'avenue, à la place de l'accès secondaire existant.
Le raccordement de ce passage sera réalisé au moyen d'un nouveau giratoire pour permettre le retour direct vers l'autoroute. Les éventuelles remontées de queue seront localisées sur l'avenue, ce qui limitera le blocage actuel du carrefour Bonaparte lors des grandes arrivées estivales. Le stationnement latéral sur l'avenue est accidentogène. Il sera remplacé par une piste cyclable à double sens. La promenade piétonne existante sera élargie sur l'emprise de la piste cyclable actuelle et débouchera directement sur l'esplanade Mayol. Tous les parkings et les voies piétonnes seront largement végétalisés avec la plantation d'arbres à haute tige. Voilà. Merci Théo pour tout ce projet. Christophe va maintenant nous lire le texte de Marie. On a 2 Maries qui n'ont pas pu venir ce soir, mais on va lire des très beaux textes qu'elles ont écrits. Bonsoir. Donc, je me fais le porte-parole de Marie Aubry, la première Marie, qui est urbaniste et qui a travaillé sur ce projet, et notamment donc, sur la halle Vauban et l'îlot des DTM, de la caserne des pompiers à la mer, de la halle Vauban au quai des sous-mariniers. Le départ de la DDTM nous offre l'occasion de changer la donne et de développer des activités économiques. Autour de cette zone, le programme développera une recherche de foncier pour développer du logement, de l'autre côté de l'avenue. L'ambition est triple ici, pour transformer une promenade déjà fréquentée de l'avenue de l'Infanterie Marine en nouvel écrin. Tout d'abord, ouvrir de nouveaux espaces publics pour se promener, jouer, admirer, lire, pêcher, se retrouver, voire pique-niquer, grâce à des quais accessibles et un jardin à la fois pour les habitants du port marchand, pour les Toulonnais et pour nos hôtes de passage. On rappelle le maître mot que nous avait lancé Magali quand on a créé ce groupe, c'était de créer un espace de vivre ensemble. On est en plein dedans. Le deuxième point, donc, valoriser cette halle historique Vauban, qui accueille en ce moment les affaires maritimes, et lui permettre de s'ouvrir à un usage mixte à inventer ensemble. Ce projet est le départ, on l'a dit tout à l'heure, pour une réflexion commune et une consultation. Donc un projet associatif, activité économique, activité de loisirs, antenne de services publics. La suite est à inventer ensemble. Et puis le troisième point, proposer d'imaginer un futur bâtiment à la place des bâtiments existants, ceux de la DDTM, pour être en adéquation avec notre projet de valoriser l'activité économique du secteur. Merci. Merci Christophe. Ce bâtiment d'ailleurs va être utilisé pendant 2-3 ans par le tribunal provisoirement. Élodie, je pense que c'est... On va aller vite. Je te laisse te présenter. Merci. Alors moi je vais parler de la pointe du port marchand. Ses quais, ses immeubles de logement collectif, ses parkings, ses équipements publics, ses commerces, ses espaces publics. Le quartier du port marchand est un petit morceau de ville à quelques pas du centre-ville. Il est moderne et ouvert sur la rade. À l'image du bâtiment emblématique qui s'y trouve, le stade nautique, construit au début des années 70 par l'architecte Alfred Henry, le quartier du port marchand est un témoignage de l'architecture moderne toulonnaise. Au sein de cet ensemble, réalisé pendant la période de la reconstruction d'après-guerre, on pourra notamment remarquer les délicates arches en béton qui ceinturent la piscine, ou encore l'étonnante fresque en faïence qui orne sa façade, œuvre de l'architecte et artiste toulonnais Jean-Gérard Mathieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Une partie du patrimoine toulonnais se trouve ici. Ce quartier est également ouvert sur la rade. Les quais du port marchand offrent une multiplicité de points de vue qui dévoilent la diversité du littoral toulonnais. Une diversité qui est constitutive de l'identité de notre ville. D'ici, on peut voir d'un côté le port de plaisance de Toulon, l'Arsenal, et de l'autre, le parc de la Tour Royale et les terrains de la DCNS. En face, le port de la Seine-sur-Mer et sa corniche en direction de Saint-Mandrier. Cheminer dans ce quartier nous conduit à parcourir des yeux l'ensemble de la rade. Malheureusement, aujourd'hui, le chemin est semé d'embûches. Pourquoi ce mur empêche-t-il le quai de se prolonger? Pour quelles raisons y a-t-il de routes parallèles pour aller au même endroit et pas de piste cyclable? Pourquoi le square n'est-il pas un square? Pourquoi ne pas mettre en valeur ce parc qui permet de profiter de la vue?
Aussi, l'enjeu dans ce quartier sera de valoriser la promenade et du même coup les vues sur la rade. Il s'agira donc, en travaillant sur les domanialités et en collaboration avec les copropriétés, de renforcer la continuité des cheminements piétons et cyclables le long du littoral. Pour cela, l'aménagement paysager et urbain devra être pensé sur la globalité du site et non pas secteur par secteur, comme cela a semble-t-il été fait précédemment. L'idée ici est de relier, de réunir et finalement de valoriser ce qui est déjà là. La qualité des espaces verts sera une priorité, tout comme celle des espaces publics, afin que tout un chacun puisse profiter du panorama et que tous les usages aient leur place. On va présenter. Merci Elodie. Et le dernier texte a été écrit par Marie Marchandise, et comme elle n'est pas là, ben on va le lire à 3. En 3 minutes Presque. Ça va, vous suivez toujours? Donc on est sur la fin du parcours, la grande halle, la Tour Royale et son parc, que vous voyez derrière nous. Donc le texte de Marie Marchandise, qui a beaucoup contribué à ce projet, qui ne pouvait pas être là ce soir. Et donc je vais commencer à lire son texte et je passerai la parole après à mes camarades. Continuons la promenade et ouvrons grand les yeux. Le long du rivage, nous entrons sur ces terres que DCNS a confiées à la métropole. Un potentiel foncier immense, brut, stratégiquement bien placé et chargé d'histoire. Deux géants des années 1930 s'y dressent encore. La halle au bois, on en a parlé tout à l'heure, un vaisseau de briques et de métal, ici vibraient les marteaux des charpentiers de marine, les tailleurs de mâts, les artisans de l'architecture navale. Sa verticalité ne nous écrase pas, elle nous élève. Elle nous force à regarder vers les étoiles. Le hangar aux hydravions, tout en rondeur et pourtant tout en puissance. C'est une cathédrale métallique capable d'accueillir des hydravions, ailes déployées, prêts à reprendre la mer et le ciel. Ces bâtiments ne sont pas des ruines, ce sont des promesses. Surtout ne pas les démolir, mais les relever et les révéler. Car au-delà de leur valeur patrimoniale, ces lieux pourraient devenir l'armature d'un musée contemporain qu'on imagine comme un phare culturel. Une vigie tournée vers notre Méditerranée. Un lieu d'échange, de savoir, de formation, où la Méditerranée devient le trait d'union entre ses rives, celles d'Afrique et les nôtres, un espace où la diversité devient une force vivante, embrassant toutes les origines. Ce projet n'appartient pas à quelques-uns, mais à tous, par un concours d'architectes soutenu par une consultation citoyenne, afin d'aboutir à un projet collectif qui donne le cap pour Toulon. Puis, en longeant les murs encore secrets du ministère des Armées, notre regard, après les jardins, se pose sur cette sentinelle de pierre, la grosse tour ou la tour royale. Commandée sous Louis XII, elle a été opérationnelle dès 1524 sous François Ier. 5 siècles de veille face à la rade. Elle y a vu, entre autres, les épidémies de peste, le départ de Napoléon pour l'Égypte sous l'œil éploré de Joséphine, et, moins glorieux, le sabordement de la flotte. Aujourd'hui, ces terrasses vibrent déjà l'été au rythme des concerts. Mais ces casemates, sous réserve d'adaptation, pourraient accueillir le public toute l'année et redonner à ce monument historique la seconde vie qu'il mérite. Pourquoi ne pas imaginer un festival de la correspondance, à l'instar du festival de la correspondance de Grignan, mais aux accents méditerranéens, un festival de théâtre, dans l'esprit de Rému, une célébration de George Sand, de Louis Aragon, un circum déambulation immersive sur l'histoire de Toulon. La tour ne serait pas seulement un témoin du passé, elle deviendrait scène, voix, musique, accompagnée par le souffle du Mistral. Merci d'avoir terminé par ces paroles qui font rêver. Dans l'équipe, nous avons un architecte, un urbaniste, des experts. Et vous, il y a quelqu'un qui demande la parole. Oui. Une question, nous sommes là pour y répondre. Restez sur scène. Hop, je vous l'avais le micro. Bonsoir. Théo, Marie-Christine, tous ceux qui ont participé. Je voulais rappeler quand même que la municipalité sortante avait, dans un instant de folie qu'il a souvent avait lancé il y a quelques années,
un concours d'idées sur l'aménagement de Mayol à Pipadie. Ma question c'est, avez-vous vu les résultats de ce projet? Vous les avez vus? On a eu uniquement ce que tout le monde a eu, on n'a pas eu accès. Non, ce que tout le monde a vu n'est pas les résultats du concours. C'est une ânerie faite par la Marseillaise. Là. Voilà, avec un immeuble qui faisait de l'ombre sur la piscine, et différentes choses comme ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec les travaux qui ont été produits. On nous a par au moins deux grandes, disons, grandes stars de l'architecture mondiale, hein, qui étaient, je ne me rappelle plus, mais enfin bref, il y avait trois projets qui ont été... Vous l'avez vu? Nous avons vu les projets. Il y en avait un qui était limité sur l'îlot appelé Pipadie, Corinne Besonnier, architecte. Non, mais ça, c'est pas, elle n'est pas dedans. Et puis il y avait d'autres projets qui étaient beaucoup plus importants en longueur, qui allaient depuis... Oui, Mayol à Pipadie, c'était ça l'idée au départ. Mais ça n'a pas été publié, ça n'est pas accessible et on n'a pas trouvé de documents. C'est exactement le même espace que vous. Je pense que ça aurait été intéressant de l'obtenir. Nous, on a essayé, moi je suis dans une association qui s'appelle Toulon Avenir, on a essayé de l'obtenir, on a demandé à la CADA, on nous l'a refusé. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et en tant qu'élu, on nous l'a refusé aussi. On te l'a refusé? Complètement. Mais qui est-ce qui les détient, ces documents? On pourrait faire un casse. On va passer à une autre question. J'ai une deuxième question. Dans votre présentation ici, pas de traces de Corsica Ferry. Puis il y a... Là, on parle du littoral, mais effectivement, il y a plusieurs questions par rapport... On a pas mal discuté avec l'UMRT et avec des collectifs autour de la rade de Toulon. Comment faire pour que les Corsica Ferry soient moins nuisibles? Donc il y a plusieurs pistes. Je ne sais pas si je peux les détailler maintenant. Ah, on me dit non, mais après je peux vous en parler, parce qu'on a quand même plusieurs idées pour limiter les nuisances. Dans l'esprit de votre projet, il y a ou pas la Corsica Ferry? Mais si, Malheureusement, on n'a pas la possibilité de les supprimer, mais on veut quand même diminuer. On veut, par exemple, il y a des choses qui peuvent être faites. Non, mais dans les dessins... Non, c'est pas Philippe. La demande est que les bateaux de Corsica Ferry restent limités sur le quai Fournel. C'est-à-dire deux ou trois bateaux sur le quai Fournel. Le quai de la Corse, qui est face au Mistral, n'est pas du tout pratique pour les car ferry, et il l'utilise parce que en période estivale, mais l'objectif c'est bien évidemment d'arriver à avoir un contrôle de ce qui se fait au niveau de la fréquence et de l'importance de ces transports. Mais la ville de Toulon n'a pas la possibilité de décider de manière abrupte d'interdire, d'augmenter. C'est plutôt... Voilà. Oui. Là, c'est une autre question devant Florence. Là, on doit préciser en fait le projet Toulon en commun. En fait. Merci. Ça marche. Bravo là, déjà pour ce travail qui, au-delà d'esquisses, c'est vraiment déjà des propositions où on se voit se promener, on rigolait parce qu'on se promène beaucoup. Mais moi, je suis quand même, ça fait 30 ans que je me bats pas, parce qu'en fait, je suis pas grand-chose, mais que je rabâche, et à ce moment-là, je rejoins complètement l'intervention de Daniel et la façon dont Marie invite les Toulonnais à regarder avec poésie et différemment la ville. Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fondamental, et je pense que Toulon commun ne peut pas se faire voler cette idée-là, c'est de mettre en relation toutes les architectures modernes qui, grâce ou à cause de la guerre, ont été expérimentées. Parce qu'on parle de bien sûr du Havre et de Paul, comment il s'appelle là, l'architecte Auguste Perret. On parle de Maton, Jean-Baptiste, je crois qu'il s'appelle comme ça, à Brest. Mais nous, on a des richesses qui sont vraiment plus diversifiées, de l'architecture moderne brésilienne jusqu'à l'européenne, etc. Et personne n'a pensé à regarder ça autrement qu'en disant que c'est un chaos urbain.
Et je pense que si, alors le petit train pour rigoler un petit peu, mais s'il y avait notre petit train qui circule bêtement là comme ça autour du sous-marin, etc., pouvait enrichir un peu le regard sur cette architecture qui est non seulement expérimentale mais qui est unique en France, et ben ça serait une identité pour Toulon vraiment remarquable et vraiment singulière. Donc c'est pas le littoral, mais c'est quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer. Voilà. Merci. Alors, madame, je vais essayer de ne pas vous écraser les pieds. Excusez-moi. Pardonnez-moi, je ne suis pas très gros. Merci. Moi, je vous remercie d'abord de nous faire rêver et vraiment c'est très positif et très intéressant. Moi, j'ai deux questions. Le bathyscaphe, vous n'en avez pas du tout parlé. Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est... Le bathyscaphe, a priori, il est prévu de le restaurer et de le mettre place Moncener. Mais ça, c'est quelque chose qui est déjà acté, donc on ne va pas parler des choses déjà actées. D'accord, parce qu'en fait, il est à l'abandon pour l'instant. Complètement par manque de moyens, parce que ça coûte très cher de l'entretenir quand il est face à la mer. Et la seconde question, c'est, vous avez dit le sous-marin, vous aviez une autre idée pour le mettre. Est-ce qu'on peut savoir quelle est cette idée? C'est un peu tôt parce qu'on n'a pas pu l'étudier puisqu'on nous en a parlé récemment. L'idée c'était de le mettre plus près pour que les gens puissent y aller plus facilement sans être obligés d'aller à la Tour Royale pour le visiter, que ça fasse partie de... Quand les gens visitent Toulon, ils puissent visiter le centre-ville, le sous-marin et qu'ils puissent faire un petit tour à pied très facilement. C'était un objectif touristique qu'il faut qu'on étudie. On n'a pas eu le temps, on nous en a parlé, on nous l'a proposé il y a 10 jours. Avec tout ce qu'on a à faire, on n'a pas eu le temps d'aller plus en avant pour vous en dire plus aujourd'hui. Mais on étudie, quand on parle de quelque chose, on va l'étudier, on va essayer de trouver, voir s'il y a des solutions. Ça, on l'impose pas, on élabore, on construit. Est-ce qu'il y a une autre question? Une autre? S'il y a d'autres questions, après on... Là. Et après on va laisser Magali conclure. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de sujets qui sont transversaux entre plusieurs communes ou entre plusieurs autorités. J'ai vu l'esplanade en face de Mayol, c'est sur un parking qui est géré par la CCI et qui est d'ailleurs une rente très intéressante pour la CCI. Donc il y a un partenariat à construire avec ces institutions, mais aussi avec les autres communes. Parce que le problème des ferries, est-ce que ça doit toujours rester à Toulon? On sait que ça génère des embouteillages monstrueux, que ça pollue, parce que le branchement est quand même pas tout à fait effectif dès que les escales font moins de 2 heures. Donc il y a tout un tas de sujets qui sont transversaux entre les villes qui bordent cette magnifique rade. Donc c'est intéressant que le drame des élections municipales, c'est qu'on est centré sur la commune, alors que les sujets sont transversaux. C'est pour ça que c'était très intéressant de rencontrer l'Union maritime de la rade de Toulon, qui propose de profiter des travaux pour le nouveau porte-avions nucléaire pour permettre de recevoir à Brégaillon des ferries. Parce qu'actuellement, on ne peut pas les recevoir, on est limité en nombre de personnes. Il y aurait une idée, par exemple, c'est d'amener les ferries qui chargent les camions à Brégaillon pour décharger un petit peu Toulon et qu'il n'y ait que les passagers, parce qu'il y a des problèmes de nombre de personnes maximum que l'on peut recevoir à Brégaillon. Donc on pourrait charger tous les camions et tout le fret, parce que un ferry, ça fait à la fois du fret et des passagers. On pourrait le charger à Brégaillon et ne charger que les passagers à Toulon. Et aussi l'idée d'espacer chaque départ de bateau de 2 heures pour éviter des bouchons. S'il y a 3 bateaux qui partent à une demi-heure d'intervalle, c'est l'enfer avenue de la République. Alors que s'ils sont espacés de 2 heures, le parking permet d'absorber l'embarquement d'un bateau, alors qu'il ne permet pas d'absorber le départ de 3 bateaux. Pour répondre à cette question, c'est vrai que le sujet est complexe, il est vaste. Justement, c'est un fil conducteur, un sens général que l'on donne et qu'on initie, et qui permet de prendre des bonnes décisions qui soient en cohérence les unes avec les autres. C'est justement tout l'intérêt du projet, c'est d'avoir une vision globale dans laquelle on va décliner les éléments secteur par secteur, opportunité par opportunité, de manière à avoir un ensemble cohérent. C'est tout l'intérêt d'avoir une vision globale par rapport à une vision sectorielle, opération par opération, où on peut perdre le fil rapidement. Je n'ai pas répondu à ta première question, Anne-Marie.
Il y a la société portuaire a été créée en 2025 et elle remplace la CCI pour la gestion du port, elle regroupe la CCI, mais à 51% la métropole TPM, aussi le département, la région, c'est-à-dire c'est vos élus qui vont avoir le pouvoir, alors qu'avant c'était effectivement la CCI qui avait une délégation. Donc maintenant on a une ouverture de plus pour pouvoir mieux discuter, puisque la métropole, effectivement, vous savez bien que la métropole, il y a 33 élus de Toulon à la métropole sur 80, donc on a quand même un gros pouvoir à Toulon, mais après c'est une discussion avec les autres villes, tu as tout à fait raison. Bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais donner la parole. Maintenant la parole est à Magali Brunel. Merci. Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce qui s'est dit et en même temps de vous donner quelques perspectives. Notre idée ce soir, c'était véritablement de vous présenter ce grand projet Made in Toulon qui est emblématique de l'intention que nous portons pour Toulon tout entier, et c'est un petit peu cette orientation-là que je voudrais partager avec vous. Vous l'avez compris, ce que nous voulons, c'est rendre la mer aux Toulonnais et faire de cet espace un lieu de cohésion, un lieu de rassemblement, un lieu où l'identité toulonnaise se conjugue au pluriel. Il n'est donc pas dans notre projet notre intention de faire un affichage ou une réponse électoraliste qui ne durera que quelques semaines. Ce n'est pas non plus notre intention d'avoir constitué ce projet juste pour donner le pion à Mayol Apipadi, le fameux projet du siècle qui avait été annoncé en tête d'affiche en 2020, qui a été vite enterré puis qui remonte des fonds sous-marins depuis quelques semaines. Toulon, la Provençale, n'est pas une vitrine folklorique, elle n'est pas une marina, et notre rade ne peut pas se réduire ni à un projet d'hôtel de luxe, ni de casino, ni de bureaux dans de beaux immeubles. Notre rade, elle doit incarner cette identité à la toulonnaise dont on se parle depuis le début de cette soirée, une identité de diversité, et c'est dans ce lieu que peut se traduire finalement cette ambition de rassembler les habitants. Alors je vous propose de vous parler un petit peu de mon histoire à travers ce projet et de mon histoire à travers cette question de la cohésion et de l'identité à la toulonnaise. Je vais vous parler d'abord du port parce qu'il a été ma première image de Toulon quand, lors de ma première année d'enseignement, il y a près de 30 ans, j'ai été mutée dans la métropole. Et je suis arrivée devant le port où j'avais un rendez-vous. Je me souviens du moment, c'était une fin de journée de septembre. Je me souviens des quais qui étaient dorés et je me souviens du remous de l'eau. C'était donc un premier rendez-vous et il dure toujours. Voilà. C'est par le port que tout a commencé pour moi, et puis c'est souvent par le port que les histoires des Toulonnais ont commencé aussi. Et c'est pour cela aussi qu'il est tout à fait justifié que ce soit dans le port, dans l'identité portuaire de la rade, que s'ancre le projet Made in Toulon. Depuis toujours, le port de Toulon a fait de la ville une cité d'accueil et de rencontre. Vers 1750 déjà, 53% des hommes et 40% des femmes n'étaient pas originaires de la ville. Notre ville est depuis toujours mélange, cohabitation de faubourgs et de centres. Les faubourgs, petit à petit peuplés de ces hommes et de ces femmes venus de loin, s'intègrent progressivement au centre en conduisant les enceintes de la ville à s'élargir tout doucement. Et donc, notre projet Made in Toulon, il s'incarne dans cette identité portuaire commune. Pourquoi ? Eh bien parce que la Méditerranée, la marine, l'économie portuaire, la pêche, les mâts qui s'agitent, c'est l'identité de notre ville à laquelle tous les Toulonnais sont attachés. Et pourtant, ce port, ce rivage, il leur est depuis longtemps, on l'a dit, parcellisé, confisqué, obturé. Rendre la mer aux Toulonnais, c'est donc d'abord leur permettre de vivre la mer en étant protégés. Protéger les quais et ouvrir des perspectives du port visibles depuis la ville, et également ouvrir cette grande promenade que vous a décrite Théo, qui deviendrait la Passeggiata, le passeig du port du Levant, dans des espaces apaisés, protégés et gratuits.
Nous créerons, et nous avons suivi Marie-Christine sur le sujet, un quai des pêcheurs qui permettra aussi de redonner une place à cette activité traditionnelle du port, qui redonne aussi une noblesse à cette activité peu mise en valeur aujourd'hui. Ce sera, je vous y donne rendez-vous, un nouveau lieu pour aller acheter ces produits locaux et parler avec ces hommes de la mer de leur amour de la Méditerranée. Au-delà du bord de rade, l'identité multiculturelle toulonnaise, elle doit aussi se traduire dans les quartiers et dans les espaces publics. Et c'est pour cela que dans notre projet, nous avons besoin d'un tramway qui efface les frontières invisibles entre la Beaucaire ou Saint-Jean et le centre-ville. Et c'est aussi pour cela que nous avons besoin d'un vrai projet de logement qui créera de la mixité sociale et contribuera au vivre ensemble. Je discutais vendredi dernier avec Boris Cyrulnik, qui nous a fait l'amitié de nous accueillir chez lui. Et il nous le disait très clairement, il faut refaire village, nous disait-il. Refaire village, c'est compter sur l'autre. C'est avoir des rapports avec celui qui n'est pas comme soi. C'est connaître son voisin. C'est avoir un commerce tout près de sa maison. Mais aussi des éducateurs, des services publics, des espaces où l'on peut s'asseoir et parler, des arbres pour se reposer, et des enfants qui peuvent être accompagnés par d'autres que leur mère. Faire village, nous disait-il pour conclure, c'est un projet politique. Alors, n'y voyez pas un paradoxe, parce que même dans la 12e ville de France, on peut être ville et faire village. Et la ville d'aujourd'hui doit sortir d'un fantasme du 21e siècle mégalomaniaque. Elle doit être à hauteur d'humain et mettre l'humain au cœur de ses priorités, et c'est bien le projet que nous portons. Alors, je poursuis ma balade et j'arrive avec vous à 2 pas du quai des pêcheurs sur la place du village. Cette place du village, c'est ce lieu emblématique que vous décrivez, Théo, lieu emblématique de l'identité toulonnaise, ce stade Mayol qui s'ouvrira sur une grande esplanade qui, depuis le monde du rugby, nous permettra d'avoir une vue sur le monde maritime. C'est dans un espace de 11 000 m² que les soirs de match, les 3e mi-temps se vivront en commun. Et dans cet espace populaire au cœur de la rade, nous vivrons aussi de nouvelles occasions de nous retrouver. On parlait de sardinades, rendez-vous pour les sardinades, de fêtes nautiques ou encore de festivals des Lions les langues dédiés aux arts de la parole et du conte. Car la parole, la palabre, la tchatch, c'est aussi notre identité. Et puis ces moments festifs, ils seront prolongés dans les quartiers en réorganisant des espaces urbains en places ombragées, en lieux en commun, ateliers ou jardins partagés. Imaginez par exemple un petit rendez-vous le dimanche à 11 h dans le jardin Alexandre Ier où nous irions écouter une troupe de théâtre ou des concerts à 11 h. Et puis, notre ville de Toulon, c'est aussi la plus belle rade d'Europe. Colbert la définissait ainsi. Nous y avons tous un souvenir. Une balade sur le sentier des douaniers, une après-midi sur les galets de Lens-Magot. Nous sommes tous attachés à ces lieux. Ce sont nos trésors communs et nous voulons les protéger, mais aussi les transmettre. C'est pourquoi nous n'abandonnerons pas nos exigences environnementales, et on en parlait à l'instant. Cela passe par des branchements effectifs des ferries, des traitements des fumées, et nous avons rencontré pour cela, il le disait Philippe, les acteurs de l'Union maritime du port pour déjà prévoir comment nous pouvons améliorer ensemble la situation dans des perspectives plus naturelles et plus respectueuses de la santé et de la faune et de la flore. Presque 70% de notre commune est artificialisée, ce qui la rend vulnérable aux risques climatiques, aux inondations comme nous l'avons vécu il y a quelques semaines. Et avec Made in Toulon, nous avons une réponse, une première réponse. Nous renaturons, nous protégeons le littoral, nous anticipons avec responsabilité. C'est aussi dans cet esprit que nous valoriserons un tourisme qui prend le temps de regarder la crique et de s'attarder sur les places. Un tourisme qui ne vient pas forcément de loin et qui ne repart pas le soir, qui ne traverse pas mais se pose et séjourne. Toulon ne doit pas être seulement une escale furtive où l'on s'arrête par obligation. Nous avons à développer des circuits pédestres et cyclables pour soutenir la découverte de notre territoire, notre patrimoine naturel, mais aussi notre patrimoine urbain, notre patrimoine historique et scientifique.
Invitons donc les touristes à déambuler dans notre ville et plutôt qu'à une table de blackjack de je ne sais quel casino, créons des tables d'orientation. Le parcours Made in Toulon permettra à tous, Toulonnais, Toulonnaises ou visiteurs, d'admirer la rade, de contempler ces bâtiments remarquables, de découvrir l'aventure des sous-marins. Multiplions aussi les itinéraires historiques sur ce patrimoine urbain exceptionnel dont nous parlait Florence, sur la forêt et les monts toulonnais, tellement ignorés et délaissés. Et puis pour affirmer notre identité méditerranéenne, lui donner un espace où la créativité peut être vue, mais aussi développée, eh bien il y aura ce musée fabrique dont nous avons encore à réfléchir sur le nom, qui viendra compléter nos collections et nos musées actuels. Dédié aux arts contemporains, entouré de jardins et d'eau, nous le voulons comme un espace de création partagé, à portée de main d'écoliers, ouvert au dialogue entre les amateurs et les artistes, pour faire des visiteurs des praticiens et des œuvres un bien commun. De même, le bâtiment de la DDTM, dont on vous a montré quelques images, sera dédié à l'entrepreneuriat, Élodie nous le disait, aux acteurs économiques portuaires, parce que savez-vous que certains d'entre eux vivent aujourd'hui et depuis des années dans des préfabriqués. Il s'agira peut-être de leur mettre à disposition des lieux dignes de ce nom, et aussi de trouver la place pour des incubateurs de nouveaux projets dans des filières d'innovation, art visuel, cinéma, design, projets de développement durable. Tout est ouvert. Enfin, notre identité toulonnaise, elle est marquée depuis 1589 par la vie militaire, qui rythme encore aujourd'hui les journées des 24 000 Toulonnais et Toulonnaises. Romaric en parlait tout à l'heure. La base navale que certains nomment Arsenal et les putaquins la Sorbe façonne les hommes, oriente notre artisanat, spécialise notre ingénierie. Ville dans la ville, elle constitue un trait d'union entre les Toulonnais et le monde. Elle porte au loin, à travers nos marins, l'image de Toulon, sur des terrains dangereux où elle constitue une force d'équilibre, de paix et de secours. Avec les nouveaux défis de notre contexte international troublé, avec les enjeux d'une défense européenne qui peine à se structurer, nous accueillerons dans les prochaines années, vous le savez, sur notre rade, l'immense chantier du nouveau porte-avions. Alors c'est un moteur économique majeur, bien sûr, pour les entreprises du territoire, pour la base et pour Naval Group. C'est aussi un défi technologique hors norme et sans doute une expérience inoubliable à venir pour les ouvriers, techniciens et ingénieurs qui contribueront à ce chantier et y trouveront un emploi. Nous accueillerons aussi plusieurs centaines d'hommes et de femmes diplômés, étudiants, qui devront trouver à Toulon leur port d'attache. Notre projet d'ouverture, de qualité de vie, de facilitation des transports, de priorité du logement, qui est au cœur de notre programme, il est aussi pour eux. Notre rade, Made in Toulon, leur offrira le lieu idéal pour venir en famille, pour s'imprégner du cœur battant de Toulon et devenir eux aussi, comme tant d'autres avant eux, des Toulonnais. Voilà l'identité toulonnaise. Et si notre programme pour Toulon était un corps humain, eh bien ce projet Made in Toulon en serait le poumon, irriguant toute la ville. Un projet où la ville se réinvente sans s'oublier, qui laisse une place à la rêverie. Et merci pour vos rapports très riches et poétiques à la rade. Vive Made in Toulon, une rade pour ses habitants, pour vous, puisque Toulon vous appartient. On a tous en commun Toulon, ok c'est bien, mais ce serait mieux qu'enfin notre ville. On la pense en commun ici, ce n'est pas les uns contre les autres, contre les uns. Ici les solutions, c'est pour chacune et pour chacun. On a tous en commun Toulon, ok c'est super bien, mais ce serait mieux qu'enfin notre ville. On la pense en commun ici, ce n'est pas les uns contre les autres, contre les uns. Ici les solutions, c'est pour chacune et pour chacun, pour chacune et pour chacun. Laissons un instant leurs déboires nationaux au niveau national. Tu le
sais, les petites choses de la vie se règlent surtout par des actions locales. Approche-toi, n'aie pas peur qu'on discute des sujets qui te tiennent à cœur. Laisse-nous une chance de te surprendre par nos envies et notre ardeur. Du Pont du Las à Aiguillon, du cœur de ville au Mourillon, de la Beaucaire à Sainte-Luce en grimpant jusqu'au Faron. Combien de belles idées seront avortées parce qu'on est chacun dans son coin. Allez viens, qu'on les change, qu'on partage, il faut que cette ville en prenne soin. On a tous en commun tout le monde. Ok, c'est bien, mais ce serait mieux qu'enfin notre ville on la pense en commun. Ici ce n'est pas les uns contre les autres, contre les uns. Ici les solutions, c'est pour chacune et pour chacun. Ici ce n'est pas pour rien, quand on dit Toulon vous appartient. On a tous en commun Toulon, parce que Toulon c'est surtout une ville aux mille possibles. Au mille et un atout, deviens celui ou celle qui propose. Frappe à la porte, il y aura quelqu'un. C'est écrit en toutes lettres ici. C'est Toulon en commun. Hey Toulon, tu chantes? Tu chantes? Hey Toulon, hey. On a tous en commun Toulon. Ok, c'est bien, mais ce serait mieux qu'enfin notre ville on la pense en commun. Ici ce n'est pas les uns contre les autres, contre 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 les uns. Ici les solutions, c'est pour chacune et pour chacun. Ouais. On a tous en commun Toulon, parce que Toulon c'est surtout une ville aux mille possibles. Hey, au mille et un atout, deviens celui ou celle qui propose. Frappe à la porte, il y aura quelqu'un. C'est écrit en toutes lettres ici, avec Brunel Magali. C'est Toulon en commun. Merci à vous, bravo à vous. Et merci Baptiste Giuliano, Merci. auteur de notre hymne. Je vous invite à aller admirer les œuvres remarquables parce que c'était pas qu'une rencontre, c'était une rencontre expo. Les œuvres remarquables de nos amis. Merci à Jean-François Poirier. Et merci au travail de Mendoz et son fils qui nous les a amenés et disposés. Et puis je vous donne rendez-vous le 12 mars. Soyez nombreux pour le dernier meeting. C'est le meeting de la victoire le 12 mars.